Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment une vidéo sur l'un des personnages de la saga que nous allons vous présenter, ni une vidéo généalogique des plus grandes familles du monde des sorciers. Aujourd'hui, nous allons faire un genre de vidéo un peu différente. Nous allons réfléchir à la jeunesse d'un des personnages les plus importants de toute la saga des Animaux Fantastiques, et dont il est l'un des personnages principaux, et évidemment le principal antagoniste des héros, que sont Norbert, Tina, Jacob ou encore Dumbledore. J.K. Rowling a toujours eu un penchant pour les méchants de son histoire. Prenons le temps de les façonner, d'expliquer leurs histoires, leur lente glissade vers les forces du mal. Si le personnage de Voldemort et son histoire ont été extrêmement documentés depuis des années, celle de Grindelwald, en revanche, demeure pour le moment bien sombre. Nous disposons de brides d'informations disséminées dans les déclarations et écrits de J.K. Rowling, mais ce personnage demeure pour le moins un sacré mystère, après seulement 2 volets des Animaux Fantastiques. Il est évident que nous ne sommes qu'au tout début de cette nouvelle saga et que de très nombreuses informations sur la jeunesse de Grindelwald ne manqueront pas d'être dévoilées dans les Animaux Fantastiques 3, 4 et 5, et que les informations, thèses ou théories que nous serons amenés à faire dans cette vidéo seront probablement invalidées partiellement ou totalement. Comme vous l'aurez compris, nous allons aujourd'hui nous attacher à pénétrer dans l'histoire de Gellert Grindelwald avant que nous ne fassions sa connaissance finalement en 1926 sous les traits de Percival Graves dans le premier volet des Animaux Fantastiques. Nous tenterons de comprendre son histoire, son cheminement vis-à-vis des forces du mal, sa relation avec Dumbledore aussi, sa prise de possession de la baguette de Suro, et enfin les réseaux qui le mènent à se rendre aux États-Unis et à tuer le responsable des horreurs du Makusa. Encore une fois, si nous ne sommes pas en mesure de confirmer bon nombre d'informations dans notre vidéo, certaines ne sont évidemment que partielles et seront soumises à un examen attentif lorsque les prochains volets des Animaux Fantastiques seront enfin disponibles. Pour rappel, la sortie des Animaux Fantastiques 3 est pour le moment programmée au 15 juillet 2022. Gellert Grindelwald est un personnage pour le moins particulier, dangereux à l'excès, mais très différent aussi de Tom Jedusor. Ce n'est ni le même type de personnalité, ni le même type de mage noir, même si fondamentalement, il faut bien reconnaître que leurs dessins funestes finissent par se rejoindre et ne forment qu'un autour de la quête du pouvoir et évidemment surtout autour des reliques de la mort. Car c'est au final l'immense point commun entre les deux mages noirs. La puissance des reliques de la mort les fascine. Pour le moment, Grindelwald ne semble pas être omnubilé par la question de l'immortalité comme pouvait l'être Tom Jedusor à cette époque-là de leur vie. Par contre, il l'est tout autant pour ce qui concerne le pouvoir, et ce n'est pas nouveau. Grindelwald est né en 1883, soit à peu près à la même période qu'Albus Dumbledore. On ne sait pas grand-chose de ses parents, ni de sa lignée que l'on peut imaginer être sang pur. On ne sait pas non plus grand-chose de son éducation avant qu'il ne rejoigne finalement l'école de sorcellerie de sinistre réputation d'Armstrong, mais grâce à une scène du second volet des Animaux Fantastiques 2, Les Crimes de Grindelwald, nous pouvons faire néanmoins une hypothèse. À l'occasion d'une rencontre avec Croyance Belboss sur un toit de Paris, ce dernier affirme qu'il souhaite rendre à Croyance ce à quoi il n'a pas eu droit, c'est-à-dire peut-être une famille ou un nom. En tous les cas, soit il s'agit d'une nouvelle manipulation de sa part, soit sa jeunesse et probablement son enfance, en fait, n'a pas été de tout repos. Il y a matière là à creuser dans les prochains volets, sauf si, une fois encore, Grindelwald a utilisé les faiblesses de son interlocuteur pour le convaincre et donc arriver à ses fins. En tous les cas, il rentre à Durmstrang probablement aux alentours de 1893. On sait que cette école est très différente de Poudlard, Ilvermorny ou encore Beauxbatons. Si toutes ces écoles ne tolèrent pas l'apprentissage et encore moins l'usage de la magie noire et des arts obscurs, Durmstrang prend l'exact contre-pied. Et en plus de tolérer la magie noire, elle l'encourage et l'apprend même à ses élèves. On ne sait d'ailleurs pas véritablement où se situe cette école, on croit deviner qu'elle est située à l'extrême nord de l'Europe, peut-être en Islande, en Norvège, et pourquoi pas finalement dans les dangereux territoires du Svalbard, où seuls les ours polaires règnent encore aujourd'hui en maître. Durant sa scolarité, Grindelwald fait des merveilles. Rita Skeeter, dans son livre Vie et mensonges d'Albus Dumbledore, ira même jusqu'à dire qu'il était aussi précocement brillant qu'Albus Dumbledore. Et il est vrai que l'on n'a absolument aucune difficulté à le croire. Grindelwald, dès son plus jeune âge, semble se montrer à la fois précoce, mais aussi attiré de manière irrésistible par la magie noire et le pouvoir qu'il pouvait exercer sur ses camarades. C'est à lui que l'on doit la popularisation du symbole des reliques de la mort. En effet, il l'avait gravé à leur élève sur l'un des murs de l'école. Ses camarades, qui, impressionnés par son charisme et ses capacités magiques tout à fait extraordinaires, ont fait du symbole des reliques de la mort une sorte de marque des ténèbres avant l'heure. Un symbole de reconnaissance à nul autre pareil pour un clan d'élèves totalement dévoué à la personnalité de Grindelwald. Cela vient confirmer en réalité une de nos théories, ou tout du moins un de nos pressentiments.
Grindelwald est une personnalité charismatique, doté d'un talent oratoire peu commun et d'un verbe pour le moins haut. Il est tout à fait capable de faire pencher n'importe qui de son côté, car sa rhétorique et la force des arguments qu'il défend peuvent convaincre même les personnalités les plus éminentes du monde des sorciers. Autre chose que l'on sait au sujet de sa scolarité à Durmstrang, c'est qu'elle va s'arrêter plus rapidement que prévu dans la mesure où l'école, pourtant sacrément tournée sur la magie noire, va mettre fin à la période Grindelwald plus tôt que prévu car il sera renvoyé à l'aube de ses 16 ans. Il n'aura donc effectué en gros que 5 années au maximum au sein de l'école de sorcellerie avant d'être exclu pour un motif bien mystérieux, à savoir des expériences douteuses auxquelles il se serait adonné. On se demande bien à quoi s'est livré Grindelwald. Nous avons de notre côté deux théories, une sanglante, plus que l'autre d'ailleurs, mais qui n'est pas forcément notre préférée ni la plus réaliste à ce moment-là de l'histoire. Il est tout à fait possible que dans la poursuite de sa volonté de puissance suprême et incontestée, que Grindelwald se soit adonné à des rituels magiques pour le moins dangereux pour ses camarades. A-t-il, à l'instar d'autres mages noirs, utilisé la magie noire ou des sortilèges impardonnables sur ses congénères? Les a-t-il finalement poussés éventuellement à faire des choses allant à l'encontre de la sécurité des autres élèves de l'école? Ce n'est absolument pas impossible tant ce personnage semble avoir une emprise psychologique et politique pour le moins inégalable dans tout le Wizarding World. Mais notre autre théorie, et qui est probablement la bonne, ou tout du moins celle qui se rapproche peut-être le plus de la réalité, c'est que Grindelwald a probablement constitué au sein de l'école d'ores et déjà un noyau de fidèles prêts à tout pour lui, une sorte d'armée de Dumbledore du côté obscur de la force, ayant pour emblème le symbole des reliques de la mort. Sur tout cela, nous n'avons évidemment aucune précision, ni aucune indication, mais il s'agit là aussi d'un point commun possible avec Tom Jedusor, qui lui aussi durant sa scolarité a commencé à collecter ses fidèles serviteurs au sein d'un groupe qui deviendra plus tard les futurs Mangemorts. La grande différence entre les deux étant la nature même du caractère de ces fidèles. Si pour Voldemort il y a une poignée de fidèles serviteurs pétris finalement dans l'idéologie du sang pur et de sa prétendue supériorité, beaucoup intégreront les Mangemorts plus par peur ou par crainte en réalité de Voldemort. Chez Grindelwald, les choses sont pour le coup différentes car Grindelwald est avant tout, et avant l'heure en tout cas, un personnage politique. L'incarnation même du populisme. Ses serviteurs sont avant tout là pour la mise en application des idéaux de Grindelwald et pour sa personnalité charismatique. Il n'y a pas de peur, pas de crainte particulière, il y a surtout une admiration sans nom pour le personnage et pour ses propos. Une fois Gellert Grindelwald expulsé de Durmstrang, on aurait pu penser que ce dernier intégrerait Poudlard ou une autre école de magie européenne. Mais ce ne fut pas le cas. Il faut dire qu'il brillait d'une intelligence peu commune, mais qu'il ne mettait pas nécessairement dans la réussite scolaire, mais plutôt dans des travaux pratiques si vous voyez ce que l'on veut dire. Ce n'était pas une bête à concours, comme peut l'être Albus Dumbledore à la même époque. Grindelwald n'a aucune visée académique, c'est un aventurier, un jeune homme pour le moins extrêmement ambitieux et avare d'aventures et de rencontres qui pourrait venir l'épauler dans sa quête de pouvoir et de domination. Il sera envoyé par ses parents chez sa grande-tante, la célèbre historienne de la magie Bathilda Tourdesac. Bathilda Tourdesac, qui vit probablement dans le village le plus important de toute la saga, est le véritable point névralgique d'ailleurs de la magie en Grande-Bretagne, Godric Solo. Cette dernière semble accueillir finalement un jeune homme qu'elle ne connaît que très peu, mais qui lui semble pour le moins très intelligent. Bathilda Tourdesac est aussi une amie intime de la famille des Dumbledore, et notamment de la mère d'Albus, Kendra Dumbledore. Et c'est à ce moment-là de l'histoire du monde magique que la connexion entre Albus et Gellert Grindelwald va s'établir. Rien de bien étonnant, deux jeunes sorciers du même âge, brillants à l'extrême, tous deux extrêmement ambitieux, même si leurs ambitions divergent en réalité. Albus Dumbledore est un sorcier déjà extrêmement puissant, accompli, mais aussi profondément seul. Il n'a en effet que peu d'amis, et il voit donc en Grindelwald un ami et un allié précieux. Après la sortie du 7e tome des aventures de Harry Potter, J.K. Rowling a révélé l'homosexualité de Dumbledore. Si cela partait d'une très bonne intention, dans un but d'inclusion, en l'occurrence ce détail de l'histoire ne change absolument rien à la connexion puissante qui règne entre les deux jeunes hommes. C'est surtout avant tout une connexion philosophique, intellectuelle, mais aussi politique qui s'établira et qui va être à la base d'une alliance troublante et probablement de l'une des plus grandes erreurs d'Albus Dumbledore au cours de sa longue vie. Et c'est d'ailleurs une lettre de Dumbledore, recopiée par Rita Skeeter dans son livre, qui expliquera probablement le plus de choses sur le lien qui les unit. Dans cette lettre, non falsifiée par Rita Skeeter, c'est important de le préciser, le jeune Albus adhère à la thèse de la domination des sorciers pour le propre bien des Moldus. S'ensuit un échange politique, presque programmatique, sur la manière d'imposer cette domination au monde des Moldus. On sent qu'Albus Dumbledore et Grindelwald vont débuter la construction d'une union leur permettant d'asservir tôt ou tard le monde des Moldus.
Même s'il subsiste des points de désaccord importants entre les deux sur la manière d'arriver à cette finalité, il est vrai que les propos de Dumbledore sont pour le moins troublants mais gardent cependant une bonne dose de pondération, notamment sur le fait qu'il est absolument hors de question pour lui d'utiliser une force disproportionnée contre n'importe quelle autre forme de résistance qu'il pourrait rencontrer. Albus va même plus loin et lève le voile sur les raisons de l'exclusion de Grindelwald de Durmstrang, et cette raison est l'emploi de la violence pour imposer ses vues. On s'en doutait un petit peu, mais on dispose désormais d'une base documentaire solide permettant d'affirmer de manière extrêmement précise que déjà à l'époque Grindelwald souhaitait imposer ses vues, y compris par la contrainte physique ou mentale. Nul besoin dans le fond d'une relation amoureuse pour invoquer la puissance du lien qui règne entre les deux sorciers. Seulement, cette amitié ne durera finalement que peu de temps, mais aura des répercussions pour le moins extrêmement importantes pour leur vie à tous les deux, mais aussi pour tout le monde magique qui s'en trouvera mis en danger. Et pourtant, la relation entre Dumbledore et Grindelwald fut pour le moins extrêmement courte, puisqu'elle ne durera environ que 2 mois, tout au plus selon Rita Skeeter. C'est ce que l'on appelle une relation brève, mais intense, et qui conduira à 2 événements immédiats catastrophiques. Le premier d'entre eux étant la mort évidemment d'Ariana Dumbledore, la plus jeune sœur d'Albus et Aberforth, qui sera tuée lors d'un affrontement entre les 2 frères Dumbledore et Grindelwald. On ignore pour le coup qui a tué Ariana, dont le statut magique reste encore à définir, même s'il est fort probable qu'elle ait entretenu en elle un Obscurus. Le soir même de la mort d'Ariana, Grindelwald rentre chez sa grande-tante et quittera le pays dès le lendemain matin par porte loin, choqué et traumatisé. Il ne dira absolument rien de ce qu'il s'est passé dans la maison des Dumbledore. Mais un autre événement, non mentionné pour le coup par Rita Skeeter, est que dans cet intervalle de 2 mois, un pacte de sang a été conclu entre Grindelwald et Albus. Le statut réel de ce pacte du sang est particulièrement intéressant à observer. Les raisons qui ont poussé à sa création donnent une idée précise de l'emprise que Grindelwald pouvait avoir à l'époque sur Albus Dumbledore. On sait, grâce à la lettre envoyée par Dumbledore à Grindelwald, que des désaccords apparaissent assez rapidement sur les méthodes à mettre en œuvre pour imposer la domination des sorciers sur les Moldus. C'est un fait historique inébranlable. Cette divergence de vues pouvait avoir à terme des répercussions sur le déroulement de leur plan. Afin de ne pas en arriver à un point de non-retour, il semble que les 2 hommes décident alors de souscrire à une sorte de contrat magique leur permettant de ne pas s'attaquer l'un à l'autre sous peine de mourir. Les contrats magiques sont légion dans Harry Potter, on a déjà vu celui du serment inviolable, celui du gardien du secret, mais aussi dans un genre très différent celui que la Coupe de Feu tisse avec les candidats du tournoi des 3 sorciers. Le pacte du sang n'est donc pas une originalité véritable de la saga des animaux fantastiques. Le respect de la parole donnée dans le Wizarding World de J.K. Rowling joue un rôle pour le moins toujours très important et fait partie de très nombreuses intrigues de la saga. On découvre ce pacte du sang dans le second opus des animaux fantastiques, Les Crimes de Grindelwald. On voit la période où ce pacte a été scellé et ce qu'il représente aux yeux de Grindelwald lui-même. D'autant plus que ce personnage se méfie de Dumbledore et de sa puissance. Vraisemblablement à raison d'après les faits qui suivront dans l'avenir et se concluront par la défaite de ce dernier en 1945 lors d'un affrontement homérique. Ce pacte du sang vient d'ailleurs aussi expliquer pourquoi Bathilda Tour-de-Sac ne reverra jamais son petit-neveu, mais aussi pourquoi Grindelwald prendra toujours garde à ne plus mettre un pied de trop en Grande-Bretagne afin de ne pas défier Dumbledore. Le risque d'opposition entre les deux depuis la mort d'Ariana risquerait évidemment de déboucher sur un affrontement qui pourrait tuer et l'un et l'autre, si ce n'est les deux. Ce pacte du sang est conservé par Grindelwald et non par Albus Dumbledore, ce qui indique de manière très claire que Grindelwald a obtenu ce pacte d'Albus qui a consenti donc à cette idée de non-agression entre les deux. Il ne s'agit pas là d'un contrat réciproque où chacun conserve finalement une copie du contrat à la fin. On a presque le sentiment que ce pacte s'est fait au détriment de l'un pour servir l'autre et c'est au final tout à fait logique. Rien n'établit pour le moment de manière concrète et factuelle les sentiments qu'aurait pu avoir Grindelwald pour Dumbledore. Mais notre petit doigt nous dit que Grindelwald n'est pas du tout du genre à avoir des sentiments et qu'il est fort probable que ce dernier ait surtout profité des faiblesses d'Albus Dumbledore à son égard, et c'est un peu l'un des talents du jeune Grindelwald que d'exploiter les failles de l'être humain pour s'en servir à son propre bénéfice. En l'état actuel de nos connaissances, et pour le peu qu'on le sache jusqu'à présent, Grindelwald ne semble avoir aucun attachement vis-à-vis de qui que ce soit. On doute que ce fût véritablement le cas pour Dumbledore également. Ce pacte du sang explique aussi une grande partie de l'histoire, et notamment pourquoi Dumbledore a refusé de prendre part à la bataille contre Grindelwald dès 1926 et qu'il préfère finalement expédier des alliés comme Nicolas Flamel ou Norbert Dragono. Bon, en même temps, il est vrai que c'est une habitude chez Dumbledore de fuir le combat et de faire monter ses petits soldats au front avant qu'ils ne s'en mêlent.
Quand Dumbledore le récupère après la bataille du cimetière du Père-Lachaise, il pense pouvoir le détruire. Et ce fait devrait être au centre des intrigues des prochains volets des Animaux Fantastiques, seulement pour le coup on peut s'interroger sur la temporalité de cette destruction, car après analyse des différents textes et livres écrits par J.K. Rowling, et sauf erreur de la part de Rita Skeeter, il s'avère en réalité que selon les propos tenus par la journaliste, Albus Dumbledore aurait attendu près de 5 années de troubles majeurs pour enfin défier Grindelwald une bonne fois pour toutes. Compte tenu de la temporalité des Animaux Fantastiques 3, ça promet, mais de cela nous reparlerons évidemment dans une prochaine vidéo. La destruction du Pacte du Sang pourrait donc prendre plus de temps que prévu et c'est tout à fait logique. On ne sait d'ailleurs pas si Grindelwald s'est rendu compte de cette perte à ce stade et quelle fut sa réaction. Grindelwald demeure donc un personnage pour le moins bien trouble dès son adolescence. Mise en péril de ses camarades de classe, un renvoi de l'école de magie d'Armstrong et la mort d'Ariana dans laquelle il porte très probablement une très lourde part de responsabilité. Tout cela ne semble pas être suffisant pour ce personnage que rien ne semble pouvoir arrêter dans sa marche pour la conquête du pouvoir. La quête des reliques de la mort, qui pourtant est généralement apparentée à celle du Saint Graal pour les chevaliers de la table ronde, est aussi une de ses priorités. Il commencera d'ailleurs à collecter l'une des reliques en dérobant littéralement la baguette de Suro à Gregorovitch, un autre fabricant de baguettes concurrent d'Ollivander. Sur ce passage de sa jeunesse, on ne sait pas si le vol de la baguette de Suro date d'avant ou d'après sa rencontre avec Albus Dumbledore. Il est possible que cela soit postérieur sans que l'on puisse véritablement le confirmer ou l'infirmer. On sait juste que Gregorovitch parle d'un adolescent, ce qui peut correspondre aux deux situations. La possession de la baguette de Suro lui confère un avantage sur tous les autres sorciers, qui est relativement conséquent, et on le voit bien dans les crimes de Grindelwald que la puissance magique dégagée par la baguette est à nul autre pareil. Le tout est de savoir pourquoi le jeune Grindelwald s'intéresse autant aux reliques de la mort. Est-ce pour l'immortalité ou pour la puissance ? On sait qu'il ne mettra jamais la main sur les deux autres reliques, le seul maître de la mort est Harry Potter, qui a possédé les 3 reliques en même temps, même sans le savoir d'ailleurs, ce qui dédramatise un petit peu la surpuissance annoncée de la théorie des reliques. Il est fort probable que Grindelwald s'est surtout intéressé à la puissance de la baguette, et aussi à sa puissance mystique et symbolique. Mais s'il avait des rêves d'immortalité, pour le coup ça ne transparaît pas en l'état actuel de nos connaissances. La jeunesse de Grindelwald est donc pour le moins une jeunesse étrange, peu commune. L'histoire d'un jeune garçon qui emprunte un chemin très sombre dès le départ sans que l'on puisse en connaître les raisons véritables, et ce à quoi il aspire dès le début de sa pratique de la magie. Grindelwald est un ennemi difficile à saisir, entouré de mystère, de volonté, de grandeur, de force et d'esprit aussi. C'est un jeune homme qui s'est construit uniquement en opposition à un système, celui du secret magique qui dissimule le monde des sorciers au monde des moldus. Cette opposition est-elle révélatrice de traumatismes subis pendant l'enfance ? C'est tout à fait possible, même si pour l'instant, l'information est passée sous silence ou demeure bien gardée dans les secrets de J.K. Rowling. Au fond, la jeunesse de Grindelwald est un troublant mélange entre d'un côté une jeunesse guidée par le succès et la gloire, puis de l'autre côté une jeunesse tournée vers les forces du mal, vers l'oppression des plus faibles. C'est véritablement un personnage complexe qui est absolument intéressant à étudier et vraiment on a pris beaucoup de plaisir à rédiger cette vidéo. Alors, il nous reste une dernière piste à examiner. Pourquoi est-ce que Grindelwald a ressenti le besoin de se rendre aux États-Unis, de prendre la place de Percival Graves, à l'époque interprété par Colin Farrell, pour prendre le contrôle finalement du MACUSA au nez et à la barbe de sa présidente Serafina Picquery? Les réponses en fait elles sont assez simples. C'est que Grindelwald sait bien que tôt ou tard, Albus Dumbledore se mettra sur son chemin et viendra évidemment remettre en cause tous les plans qu'il a pu mettre en œuvre pour arriver à son but, c'est-à-dire la domination des Moldus par le monde magique et par les sorciers. Alors évidemment, comme le pacte du sang est conclu, Grindelwald ne peut pas s'attaquer directement à Dumbledore. Il sait très bien en plus que Dumbledore est probablement un personnage beaucoup plus puissant et avec une magie beaucoup plus puissante qu'il ne l'est en réalité lui-même sans la baguette de Suro. Dès lors, il fallait trouver une solution, quelque chose qui lui permette de lutter contre Dumbledore, et c'est vrai que la puissance magique de l'Obscurus d'Aurelius Dumbledore, qui est une puissance magique pour le coup très suspecte, s'il s'agit bien effectivement du frère de Dumbledore, peut laisser imaginer effectivement qu'il s'agirait en réalité d'une arme destinée à détruire Albus Dumbledore. On ne sait pas la réalité de ce qui est l'identité réelle de
Aurelius Dumbledore. Est-ce qu'il est vraiment le frère de Dumbledore? Est-ce un demi-frère? Est-ce une personne proche de la famille Dumbledore? Quel secret de famille Grindelwald peut-il connaître? En l'état actuel des choses, on n'a vraiment pas la réponse. On vous a déjà fait toute une vidéo sur la généalogie des Dumbledore et vous pouvez vous y référer. On essaye effectivement de défendre un certain nombre de pistes. Peut-être que tout cela n'est qu'une simple manipulation de plus de Grindelwald et au final ce serait assez logique parce que c'est dans son habitude de manipuler les gens. Donc là-dessus on peut imaginer vraiment tout un tas de choses et tout est possible. Néanmoins ce qui est certain c'est qu'il y a quelque chose autour de la jeunesse d'Albus Dumbledore et de Gellert Grindelwald que l'on ne sait pas. Il faut dire que pour l'instant tout a été révélé par un livre de Rita Skeeter et comme vous le savez Rita Skeeter avance souvent des informations vraies mais ça représente à peu près un quart de tout ce qu'elle écrit, donc du coup là-dessus il y a peut-être des choses encore que nous serons amenés à comprendre dans les Animaux Fantastiques 3, 4 et 5 et on a vraiment très hâte de en savoir plus là-dessus. Voilà, donc c'est tout pour cette nouvelle vidéo. Alors vous aurez remarqué qu'on ne vous a pas parlé de Johnny Depp pour la simple et bonne raison que ce sujet a déjà été abondamment traité sur la chaîne. Effectivement, il a su donner au personnage de Grindelwald ses lettres de noblesse. Néanmoins, maintenant, il va falloir se tourner vers Mads Mikkelsen en qui nous avons une totale et entière confiance et nous savons qu'il est tout à fait capable de relever tous les défis et de nous proposer, de nous livrer une interprétation de Grindelwald qui sera probablement très différente de celle qui était de Johnny Depp, mais nous avons véritablement confiance en sa capacité effectivement à nous présenter un personnage peut-être un brin différent mais qui sera néanmoins tout aussi magique et tout aussi impressionnant. Là-dessus on n'a que peu de doute. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de l'histoire de Grindelwald. Est-ce que voilà, vous avez des idées sur ce qui lui est arrivé, sur son goût, sur son appétence pour les forces du mal, pour les ténèbres? Vraiment ça nous intéresse aussi que vous nous parliez un petit peu de sa relation avec Dumbledore. On est toujours très preneur de vos commentaires, de vos réactions mais également de vos théories, donc vraiment n'hésitez pas dans les commentaires. Voilà, donc on vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On vous retrouvera donc dès samedi pour une vidéo qui devrait vous occuper pendant un petit moment. On vous en dit pas plus, mais véritablement normalement on devrait pouvoir se marrer. On espère qu'elle va vous plaire. D'ici là, pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et pour tous ceux qui sont là depuis un moment, encore merci de votre présence et de votre fidélité. Si des fois vous avez loupé un certain nombre de vidéos, n'hésitez pas à les regarder. À très bientôt.